Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire du Fonds d'action mondiale de Fiera Capital. J'ai le plaisir d'être avec vous ce midi et je suis accompagné de ma collègue Laura Cohen. Et avant de lui céder la parole, je vais commencer la présentation avec une petite introduction sur la firme. Si vous voulez bien me suivre à la page 4 de la présentation. Donc, Fiera est une société canadienne indépendante qui est cotée en bourse et on est spécialisé en gestion de placement. Fiera a été fondée en 2003 et a connu quand même une très belle croissance, autant de façon organique que stratégique à travers quelques acquisitions à travers le temps. Et comme on peut le constater, en bas de la page, on gère aujourd'hui près de 129 milliards sous gestion. Aujourd'hui, on compte près de 600 employés, qui incluent plus de 150 professionnels du placement. On a de la profondeur à travers plusieurs classes d'actifs traditionnelles et aussi non traditionnelles. Et notre siège social est basé à Montréal et on a quand même des places d'affaires à travers le Canada, les États-Unis et maintenant l'Europe. Le graphique du dessous présente l'actionnariat de la firme. Et comme on peut voir ici, on est détenu à près de 28% par deux partenaires financiers, soit le Mouvement Desjardins et la Banque nationale du Canada. 58% des actions sont au niveau de l'actionnariat public et le reste est entre les mains des employés de Fiera Capital. Quand même important de mentionner que le contrôle et l'avenir de la firme demeurent entre les mains des dirigeants de Fiera. À la prochaine page, on présente le partage des actifs sous gestion au 31 décembre 2017. Donc, la portion de gauche est la répartition au niveau du segment de marché. Comme on peut voir ici, le marché institutionnel, qui inclut la relation avec SSQ, compte pour plus de 50% des actifs sous gestion et on est quand même très bien diversifié au niveau du segment du détail, les marchés des conseillers aux investisseurs et des clients fortunés. En termes de catégorie d'actifs, les revenus fixes et les actions comptent quand même pour la majorité de nos actifs, mais on commence à avoir une belle base au niveau des stratégies alternatives, avec maintenant près de 6,5 milliards en actifs sous gestion, ainsi que d'autres classes d'actifs. D'un point de vue régional, on a notre base la plus importante qui est concentrée au Québec. Plus de 33% des actifs de nos clients sont au Québec et on a connu quand même une belle croissance aux États-Unis et maintenant on voit bien qu'en Europe et à d'autres places dans le monde, on commence à avoir des clients. À la prochaine page 6 de la présentation, on présente ici un portrait des stratégies des équipes de placement. Donc on a quand même une offre de produits très diversifiée. Ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entouré les classes d'actifs avec SSQ. Donc, on a un beau partenariat avec vous. Donc, on offre des obligations, des actions de petite capitalisation, du marché monétaire, des actions américaines, hedgées et des actions mondiales. Donc, aujourd'hui, le focus de la présentation va être au niveau des actions mondiales. Et je vais maintenant céder la parole à ma collègue Laura Cohen qui va vous parler de l'équipe, de la stratégie et des performances un peu plus loin. Merci Julien, merci tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on commencera avec un petit survol de l'équipe, la philosophie et le processus, et ensuite, on reviendra sur l'année 2017, la performance de la stratégie d'Action mondiale. Donc, l'équipe que vous avez devant vous à la page 8 est responsable pour la gestion de la stratégie d'Action mondiale depuis que Nadim Risk, gestionnaire de portefeuille principal, s'est joint à Fiera en 2009. L'équipe a été très stable depuis le lancement avec l'ajout de quelques analystes à travers les dernières années que vous voyez à la dernière ligne, dont Ivana, Wen et Aysar. En termes de comment l'équipe est structurée, la recherche est divisée par secteur global, non pas par région, etc. Pour les gestionnaires de portefeuille, Nadim Risk a la décision finale, donc en termes de construction de portefeuille, d'achat et de vente. Et quant à Andrew, gestionnaire de portefeuille, il agit en termes de leader de recherche. Il a vraiment les mains dedans avec les analystes et pour aussi améliorer nos processus, nos outils, etc. Tant qu'à Tim et moi, Laura Cohen, on est là principalement pour s'assurer que l'équipe est entièrement dédiée à la recherche et à la gestion de vos portefeuilles. Passons maintenant à la page 9, le profil de la stratégie. Donc, pour résumer notre style et notre approche, on utilise une approche qui est fondamentale bottom-up, où on cherche à identifier des compagnies de haute qualité qui ont des avantages concurrentiels durables et on les détient à long terme avec un roulement faible d'environ 10% par année, et ça, c'est en termes de nombre de titres.
Donc, l'équipe que vous voyez d'Action mondiale est également responsable pour la gestion des 2 stratégies sous-jacentes, donc la stratégie d'action américaine et internationale, où on utilise exactement la même philosophie, la même approche, etc. Donc, on considère que notre stratégie d'action mondiale est vraiment une meilleure idée des 2 portefeuilles sous-jacents. Là, au niveau des actifs, on gère au-dessus de 27 millions, 15,6 milliards en date du 31 décembre 2017. Et on a présentement 38 titres dans le portefeuille et comme on voit bien, on s'attend à ce que la cible de titres soit entre 35 et 45 titres. Si on passe maintenant à la page 11, notre philosophie d'investissement, ce qu'on peut retenir d'ici, c'est qu'on est premièrement des investisseurs à long terme, voulons dire qu'on investit avec un horizon de placement d'environ 10 ans, soutenir leur avantage concurrentiel durable à long terme et ces compagnies-là sont capables de générer un rendement sur capital investi qui est élevé et stable. Vu qu'on les détient à long terme, on bénéficie également de cet effet cumulatif ou compounding effect de leur création de valeur. En plus de ça, en compagnie de haute qualité, on considère que c'est la meilleure manière ou la manière plus importante pour la gestion du risque qu'on définit comme le potentiel de distribution permanente de valeur. Donc, la préservation de capital qu'on verra par la suite quand on regarde les caractéristiques, comment ça se traduit en termes de caractéristiques. Et finalement, notre approche concentrée d'environ 35 à 45 titres nous permet de connaître nos compagnies meilleures que tout le monde et nous force à avoir une discipline d'uniquement détenir des compagnies pour lesquelles nous avons la plus haute des convictions. Si on passe maintenant, la prochaine page, la page 12, on voit qu'on a déjà touché sur les 2 premiers points. Donc, je vais juste mettre l'emphase sur le dernier point en termes de comment l'équipe est structurée ou rémunérée. Donc, notre structure de rémunération permet d'harmoniser nos intérêts avec ceux de nos clients. Donc, comment ça fonctionne? C'est que tous les analystes, incluant les gestionnaires de portefeuille, sont uniquement rémunérés si on rajoute de la valeur pour vous. C'est vraiment sur une valeur ajoutée totale et non pas selon un secteur ou selon les titres que les analystes couvrent. Là, on pourra passer au processus d'investissement. Donc, si on saute à la page 14, on voit en haut, on a un petit résumé du processus d'investissement qui commence avec la création des idées. Donc, on peut trouver nos idées à travers des rencontres, à travers de titres qu'on détient. Donc, si par exemple, on détient Mastercard, ça peut nous amener à regarder Visa, par exemple. Et finalement, on a un filtre et un processus de classement propriétaire qu'on va voir à la page 14 et 15 qui nous permet essentiellement de prendre un univers d'environ 7000 titres et de le réduire en utilisant des critères qui nous aident à identifier des compagnies de haute qualité, bien sûr en regardant des caractéristiques pas très surprenamment, comme un RCI moyen sur 5 ans de plus haut de 10%. On regarde des critères de levier, de rentabilité et de liquidité. Donc, ça nous aide premièrement à éliminer ou filtrer notre processus pour se rendre de 7000 titres à 1400 titres. Maintenant, si on passe à la page 15, on verra qu'on classe. C'est un processus de classement qu'on peut appliquer sur l'univers de présélection, qu'on peut appliquer également par pays et par secteur. Encore une fois, l'emphase est mise sur la qualité. Donc, on regarde par exemple des critères comme le RCI, comme RRA, comme les marges opérationnelles. On regarde également l'évaluation et la croissance. Donc, ça nous aide à classer les compagnies et regarder le top 25%. Passons à la prochaine slide. Donc, une fois
on a parlé haute qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, on a un critère de caractéristiques de qualité supérieure. Premièrement, on cherche des compagnies qui ont des avantages concurrentiels durables, donc, voulant dire des barrières à l'entrée, qui sont des leaders dans leur marché. On cherche des industries qui sont attrayantes, donc peu cycliques, avec des exigences de capital faibles, qui ont un pouvoir de fixation de prix. Donc, en regardant ces critères-là, vous comprendrez pourquoi on n'est pas investi, par exemple, dans des compagnies minières ou dans le secteur de l'énergie. On regarde des compagnies qui ont un RCI élevé et constant, encore pas surprenamment, et on cherche des compagnies qui ont une discipline supérieure en allocation du capital. Donc, est-ce que ces compagnies-là font des acquisitions qui génèrent de la valeur? Est-ce qu'ils détiennent trop de tâches? Est-ce qu'ils payent des dividendes? Donc, on regarde vraiment de proche l'allocation de capital. Là, pour la qualité de direction, tout commence par en haut. Donc, il faut bien sûr avoir des solides ou des bonnes équipes de gestion qui ont de bonnes pratiques de gouvernance. On verra plus tard qu'on vote tous nos votes par procuration nous-mêmes. On pense que c'est une des meilleures manières de comprendre la culture de la compagnie. On regarde aussi on cherche des compagnies qui ont un solide bilan financier, incluant un faible niveau d'endettement qui aide aussi à la gestion de risque. Et finalement, on veut faire tout ça à un prix qui est attrayant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à payer un peu plus, vu qu'on est des investisseurs à long terme, mais on cherche un range qui est raisonnable. Page 17, donc là, on a... Pardon. On passera à la prochaine slide. Donc, une fois qu'on a fait notre filtre, on est rendu à 300-400 compagnies. De ces compagnies, on va choisir environ 60 à 80 compagnies où on fera une recherche initiale pour voir s'il pourrait avoir un fit potentiel. De ces 60 à 80, il y a environ 25 à 30 qui ressortent et qui pourraient être intéressants pour nous. Et c'est là que commence notre recherche fondamentale approfondie qu'on fait à l'interne, incluant des modèles financiers, des projections, et après, notre time score. On évalue nos compagnies en utilisant un scorecard propriétaire qui s'appelle time score. C'est un petit jeu de mots en anglais, des compagnies qui sont capables de soutenir le test of time. Et ça nous permet vraiment de comparer des compagnies dans des industries et des pays tout à fait différents. Donc, on prend par exemple Pepsi, qui est aux États-Unis, avec une compagnie comme Schindler, qui est en Europe. Donc, c'est une manière qui est standardisée, qui est répétable et qui nous permet d'avoir un framework structuré. Là, de quoi ça a l'air? On passera à la prochaine page 18. Donc, il y a 3 catégories essentiellement positives. Donc, encore, on met l'emphase sur les avantages concurrentiels et l'attrait de l'industrie. Donc, on met un poids de 55 %. Ça inclut des critères comme les 5 forces de Porter, les avantages concurrentiels durables. Ensuite, on regarde les attraits de l'entreprise ou les caractéristiques commerciales. Par exemple, la création de valeur ou RCI à long terme. Et finalement, l'équipe de direction ou l'historique, incluant les décisions liées à l'allocation de capital. Ensuite de ça, on a une section de facteurs négatifs. Et ça peut inclure un risque de litige ou réglementaire qu'on verra souvent dans des compagnies dans le secteur financier. Ça inclut le levier. On a également une section de drapeaux rouges qui sont nos critères de gouvernance, et des considérations ESG. En moyenne, notre portefeuille a un time score d'au-dessus de 80 %. Là, pour voir concrètement de quoi ça a l'air, on peut passer à la page 19. Donc, 19, c'est juste le profil de la stratégie Moody's. Donc, Moody's étant l'agence de notation de crédit, fournisseur de logiciels et de services d'analyse financiers. On verra un peu les grandes lignes ou des raisons pour lesquelles on aime cette compagnie et des qualités qu'on la trouve, incluant les grandes barrières à l'entrée, un pouvoir de fixation de prix, ils ont des excellences financières attirantes et une solide équipe de gestion.
Maintenant, si on regarde à la page 20, de quoi a l'air ce time score? On prendra l'exemple de Moody's, où on peut voir, à la page 20, merci. Donc, on voit la ligne bleue, le score time de 92%, qui est vraiment un de nos plus hauts scores. Et la ligne au-dessus où on voit le facteur négatif de moins 2,5% qui est attribuable au risque de litige. Donc ici, on peut voir qu'il y a les 3 catégories positives et vous pouvez voir à droite tous les drapeaux rouges, incluant risque de népotisme, des matières fiscales, indépendance du conseil. Et si on arrive à avoir 3 drapeaux rouges, ça enlèverait encore un 2,5% du score. Si on aurait 5 drapeaux rouges par exemple, on aurait un moins 5. Les scores sont tous de 0 à 4. C'est ça, et chaque compagnie qu'on détient dans notre portefeuille et chaque compagnie qu'on recherche a tous un time score. Et le score aura un impact sur le poids d'une position lors de la construction du portefeuille. Les prochaines pages sont tout simplement des exemples d'autres time scores. Alors, on pourra passer directement à la page 25. OK, donc les facteurs ESG. Donc, premièrement, au niveau de la firme, Fiera est signataire des principes d'investissement responsables des Nations Unies depuis 2009, ainsi que plusieurs autres organisations également. Fiera a aussi commencé un comité ESG au niveau de la firme, où la firme travaille vraiment à constamment améliorer nos processus, mettre en place des politiques, etc., et dont je siège également moi-même en tant que représentante de l'équipe d'Action mondiale. Et pour l'équipe d'Action mondiale, on intègre les critères ESG directement dans notre processus d'investissement. C'est évalué en termes de risques et si on trouve que ces risques sont matériels. On l'incorpore, on l'a vu, c'était dans le time score. Il y a une section qui est inclue dans le rapport de recherche également. Et ça peut ultimement également affecter le poids de la compagnie et pour des raisons extrêmes aussi, ça pourrait mener à une exclusion du portefeuille. Important aussi de mentionner, comme j'ai mentionné avant, qu'on vote tous nos votes par procuration nous-mêmes. Donc, Fiera a une politique, on suit aussi ISS ou un service expert externe, mais on connaît nos compagnies, on les détient à long terme, on a des relations avec les compagnies, on comprend le contexte individuel et on pense que c'est vraiment une des meilleures manières, encore une fois, de comprendre la culture d'une firme en votant nos votes par procuration nous-mêmes et c'est voté directement par Nadim Rusk et l'analyste en question. OK, là, page 26. Petit sommaire de notre philosophie. Donc, on choisit des compagnies de haute qualité et on les achète à des évaluations attrayantes. On a une compréhension approfondie des entreprises de notre portefeuille et on les détient à long terme. On alloue le capital aux entreprises en fonction de notre conviction et du potentiel de risque-rendement. Et finalement, on applique notre philosophie d'investissement de manière systématique et constante à travers le temps. Donc, on n'a jamais dévié de notre approche et de notre philosophie. Là, on pourra passer à la page 28, commencer avec les rendements et les caractéristiques. Donc, le premier tableau que vous avez en haut, ce sont les rendements annuels. On pourra regarder l'année 2017 et 2016 un peu plus en profondeur, mais premièrement, juste tirer votre attention vers des rendements annualisés, le deuxième paragraphe, où on voit que depuis le lancement de la stratégie le 1er octobre 2009, la stratégie a généré un rendement absolu de 17%, avec une valeur ajoutée de presque 5%. Et ça a été très solide et constant à travers le temps.
Donc là, regardons un peu 2017. Il faut commencer par regarder ce qui s'est passé en 2016 et plus spécifiquement en Q4 2016, où on voit une légère sous-performance. La performance était encore positive en termes d'absolu, avec un rendement de 2,26% en 2016. Mais quand il y a eu l'élection de Trump en novembre 2016, il y a eu une rotation sectorielle où les actions cycliques et de moindre qualité étaient en faveur. Ensuite, en début de 2017, on a vu un renversement ou un rebondissement et de nos titres de haute qualité. Encore une fois, on est des investisseurs de style bottom-up, où on cherche vraiment à identifier des titres de haute qualité. Donc, pas surprenamment, si on regarde l'attribution ou notre valeur ajoutée, je dirais assez impressionnante pour l'année 2017 de presque 9%, on voit que la vaste majorité de cette surperformance est venue de notre sélection de titres. Si on peut prendre peut-être quelques exemples de titres qui ont le plus contribué à la performance cette année, on a l'exemple de Keyence. Keyence est une compagnie japonaise qui est spécialisée dans des solutions de capteurs pour l'automatisation industrielle. Bon, Keyence a bénéficié et continue à bénéficier au cours de l'année de la tendance séculaire pour plus d'automatisation, plus d'efficacité, meilleure qualité. La compagnie bénéficie également de son équipe de vente directe, donc ils n'utilisent pas d'intermédiaire. Et à cause de ça, ils sont capables d'aller charger un premium et charger un meilleur prix et offrir des solutions personnalisées à leurs clients. Ils ont également eu des bons résultats financiers à travers l'année et grâce à leur avantage concurrentiel durable, ils sont capables de générer un rendement sur capital investi qui est élevé et stable et aussi des marges opérationnelles très intéressantes. Pour un autre exemple, pour apprendre l'exemple de Moody's également, qui a été un des principaux contributeurs en 2017, et c'est attribuable à quelques facteurs. Donc, premièrement, Moody's était le titre qui avait le plus sous-performé en Q4 2016. Donc, il y a eu un renversement de Q4 2016 où il y avait en premier une incertitude par rapport au montant que Moody's allait avoir à payer au département de la justice, qui a été plus tard réglé en janvier 2017, et finalement un prix moindre qui était compensé, donc ça a été positif. Il y avait aussi une incertitude par rapport aux réformes fiscales de Trump qui pourraient impacter négativement la demande de dette. Et finalement, la magnitude de ça a été moindre que prévu. Au courant de l'année également, Moody's a fait l'acquisition d'une compagnie néerlandaise qui s'appelle Bureau van Dijk, qui est dans un domaine qui est assez similaire que Moody's, mais pour des compagnies privées. Et cette acquisition-là a été très bien reçue par les investisseurs qui pensaient que ça allait avoir des bonnes synergies. Maintenant, en termes des sous-performeurs durant l'année 2017, on voit qu'il y a un thème qui est assez commun là-dedans. Donc, les trois sous-performeurs étaient Tractor Supply, AutoZone et TJX. Ce sont trois détaillants américains. Et ce qu'on a vu, le premier 3/4 de l'année, si je peux dire ça comme ça, jusqu'à Q4, que les détaillants américains ont sous-performé. Et ça, c'est vraiment à cause d'un thème commun, disons, qu'il y avait une peur de Amazon et une peur que e-commerce allait venir et complètement éradiquer le marché des détaillants américains. Et on voit quand même qu'en Q4 2017, que ça a commencé à reprendre et que ces titres-là en question ont repris de la valeur. Donc, les investisseurs avaient peut-être un peu réagi trop fort. On pourra passer maintenant alors à la page 29 et je céderai la parole à mon collègue Julien pour les rendements excédentaires trimestriels.
Merci Laura. Donc, ce qu'on voit ici à la page 29, c'est un graphique qui présente l'historique des rendements trimestriels pour le fonds. Et en fait, ce qu'on regarde ici, c'est vraiment la valeur ajoutée. Donc, les carrés bleus représentent la valeur ajoutée lorsque on voit un marché qui était haussier, alors que les carrés qui sont rouges présentent la valeur ajoutée sur un marché baissier. Et ce qu'on peut constater assez rapidement, c'est que la plupart sont vraiment au-dessus de zéro, donc on se retrouve en territoire positif. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'on a quand même été capable d'ajouter la valeur autant dans les marchés haussiers que dans les marchés baissiers. Encore une fois, je rappelle, c'est vraiment les rectangles ici en rouge que l'on voit ici. Je ne vais pas parler des statistiques à droite parce que je vais les couvrir à la prochaine page. Donc, si vous voulez bien me suivre à la page 30, qui présente ici, alors ce qu'on voit ici, on voit le fonds d'action mondial. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est comment on se classe par rapport à un univers de 221 fonds d'action mondiale, ainsi que l'indice de référence. Alors ici, les petits diamants bleus sont les résultats de Fiera Capital, alors que le carré jaune, c'est l'indice de référence, et l'univers, il est réparti en 4. Donc, la première colonne ici, on voit les rendements depuis le début du lancement du fonds, donc près de 9 ans. Et ces résultats sont présentés au 31 décembre 2017. Donc, on voit qu'on est vraiment au premier quartile. Et surtout, à la deuxième colonne, on voit que au niveau de la volatilité, on se retrouve quand même un peu dans le bas par rapport à l'univers de référence ici. Et ce qui est important à noter également, c'est que, et on s'y attendait aussi à avoir des résultats qui allaient être en ligne avec ce qu'on a vu dans le graphique précédent, le Upside Market Capture, depuis le lancement de la stratégie, on se retrouve évidemment dans la portion du haut. Donc, on arrive encore une fois à ajouter de la valeur dans les marchés dans les marchés haussiers. Et ce qui est très intéressant, c'est celui qui suit le Downside Market Capture. Donc, on se retrouve vers le bas au quatrième quartile, c'est-à-dire qu'en termes de résultats, lorsque le marché baisse de 100%, nous, on baisse de 69%. Ce qui est quand même un élément qui est très attrayant, puisque c'est sûr qu'on baisse et pour remonter, ça nous prendra beaucoup moins de temps que le reste de l'univers si on se compare à nos pairs. Et finalement, la dernière mesure qui est très intéressante ici en termes de caractéristiques, c'est au niveau du ratio d'information. Et donc, on est premier à 1,34. Et ça, ici, on mesure vraiment le rendement ajusté pour le risque. Donc, on vient bien se démarquer par rapport au pair. Merci Julien. Donc, passons maintenant à la page 31. Donc, c'est les caractéristiques du portefeuille au 31 décembre 2017. Je dirais que je tirais votre attention vers deux caractéristiques en particulier. Premièrement, celui de dette, la dette nette divisée par BAYA ou EBITDA en anglais, où on voit que notre niveau est très faible de levier comparé à l'indice avec presque moins 42%. Là, si on regarde les caractéristiques de profitabilité et croissance, en particulier le rendement sur capital investi de 25,8% comparé à l'indice de 10,6%, à travers le temps, depuis le début de la stratégie en 2009, on a constamment eu un rendement sur capital investi qui était de 2 à 3 fois celui de l'indice. Et c'est ça qu'on continue à voir et qu'on continuera à voir. Également, des marges opérationnelles très intéressantes, encore une fois, presque 2 fois celui de l'indice MSCI Monde. En termes de nombre de titres, on en a parlé, 38 comparé à un indice de 1653. Et comme Julien vous a montré à la page précédente, on a Standard Deviation de 9,7% comparé à un indice de 9,5%. Et si on considère qu'on a 38 titres comparé à 1653, donc bien sûr, pas pour un risque additionnel. Finalement, à la page 32, on a le positionnement du portefeuille au 31 décembre 2017. Encore une fois, tel que mentionné, on est des investisseurs de style bottom-up. Donc, notre allocation par secteur ou par région est simplement un résultat de notre sélection de titres. Bien sûr, on a des contraintes en place pour s'assurer d'avoir un niveau de diversification qui est adéquat. Par exemple, on a un minimum de 6 secteurs. On ne peut pas être investi dans une compagnie pour un maximum de plus que 10% et d'autres contraintes en place pour s'assurer d'avoir un minimum de diversification. Par contre,
notre sélection de titres est vraiment, notre allocation, pardon, est vraiment un résultat de notre allocation, de notre sélection de titres. Et par rapport aux 10 principaux titres, on a un total de 38% pour notre top 10. Donc, encore une fois, c'est une stratégie qui est concentrée avec 38 titres, une stratégie qui est vraiment à haute conviction, où chacun de nos titres, et si vous regardez les 10 titres les plus grands, ce sont des titres qu'on détient depuis plus que 10 ans. Donc, on les connaît excessivement bien. Finalement, petit résumé à la page 23, et pourquoi investir dans la stratégie d'Action mondiale. On est des investisseurs à long terme qui nous permet de mettre l'accent sur des titres de très grande qualité et qui ont une stabilité de rendement. On a une approche qui est disciplinée, où on n'a jamais dévié historiquement. Donc, on part du même processus, de la même philosophie qui est appliquée, de la même approche. On a un processus de recherche qui est rigoureux. Tout est fait à l'interne, donc toutes nos recherches sont à l'interne, qui favorise une solide compréhension de société de portefeuille et le succès continu de l'approche. On a un portefeuille ou une stratégie avec un degré de conviction qui est très élevé et qui offre également une source de valeur ajoutée diversifiée. Donc, ça c'est pas juste en termes de secteur, mais en termes de marchés finaux, en termes de growth drivers, etc. Et finalement, on a des solides rendements ajustés en fonction du risque et, comme Julien vous a montré sur la slide, qui est parmi les meilleurs comparatifs aux pairs dans un univers de plus de 200 stratégies. Merci Laura. Donc ça fait le tour de notre intervention pour la stratégie. Parfait. Donc nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc on a reçu beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Première question. Ça fait plusieurs années que vous êtes absent du secteur de l'énergie. Pourquoi est-ce que le pourquoi et est-ce que vous recommencez à avoir de l'attrait pour certains titres du secteur? Oui, bon, merci pour la question. Donc, effectivement, notre allocation est de 0. Et comme on l'a mentionné dans la slide 16, il me semble, des caractéristiques des entreprises de qualité supérieure, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment, premièrement, au niveau de l'industrie, on cherche des industries que nous, on considère attrayantes, considérant qu'on est des investisseurs à long terme et que pour nous, la préservation de capital est de plus grande importance. Donc, si on regarde les caractéristiques qu'on cherche, on cherche des industries qui sont peu cycliques et qui ont des exigences de capital faibles et également qui ont un pouvoir de fixation de prix. Si on regarde des compagnies dans le secteur d'énergie, ça ne fait pas ce critère-là. Donc, c'est tout simplement un résultat du fait que, pour le moment, on ne trouve pas de compagnie qui fit nos critères de haute qualité en termes d'industrie qu'on considère attrayante. Parfait. Et la deuxième question est plus en lien avec les titres FANG, donc Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google, qui ont connu une très bonne année en 2017. Par contre, les évaluations basées sur le ratio court-bénéfice de certains de ces titres sont assez dispendieux. Pouvez-vous nous parler d'un de ces titres que vous détenez dans votre portefeuille? Oui, pardon, j'ai mal entendu la dernière partie de votre question. Juste peut-être de nous parler d'un de ces titres que vous détenez dans votre portefeuille. Oui. Je sais que dernièrement, vous avez ajouté le titre Alphabet. Oui, donc je te dirais que ça fait quelques années qu'on suit les titres FANG et plus spécifiquement, on regardait sérieusement Amazon, Facebook et Alphabet. Et ils ont été présentés. Donc, comment ça fonctionne? Quand un nom est présenté, il y a la recherche fondamentale qui est faite. C'est un rapport que l'analyste prépare qui prend entre 4 et 6 semaines. C'est vraiment un rapport qui contient, c'est un rapport structuré, standardisé. Et ces titres-là ou ces compagnies-là ont été présentés durant ces rencontres hebdomadaires de l'équipe à plusieurs reprises, incluant Alphabet, qui nous a pris, je te dirais, carrément 2 ans pour finalement avoir la conviction dans l'industrie plus particulièrement. Donc, pour nous, vu qu'on a une approche concentrée avec vraiment la plus haute des convictions, pour initier une position dans une compagnie, l'équipe doit bien entendu atteindre un certain niveau de confort avec l'industrie et plus spécifiquement,
en anglais, on dit the rate of change de l'industrie. Et je pense que ça a été quelque chose qui nous a pris vraiment un moment pour atteindre ce niveau de confort, plus particulièrement avec Alphabet ou Google, parce qu'on pense que Search, je connais pas, moi particulièrement, je pense que je suis jamais allée sur Bing de ma vie, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même un sticky business et c'est le one game in town en termes de search. Il n'y a pas raison de switcher ailleurs. Donc, il faut avoir confiance dans le rate of change de l'industrie, mais pas juste ça, il faut avoir confiance dans l'équipe de gestion qui sera capable de toujours être premier ou deuxième dans ces marchés-là. Donc, une fois qu'on a atteint ce niveau de confort de l'industrie avec Alphabet et avec l'équipe de gestion qui est maintenant rendue à sa deuxième génération, on a maintenant pu avoir cette confiance d'investir avec eux, que c'est vraiment une culture d'innovation, ils ont un track record très solide, donc ça nous a pris longtemps. Facebook, comme j'ai mentionné, ça a déjà été présenté également dans les rencontres hebdomadaires. Pour le moment, le confort est moins là en termes du rate of change de l'industrie où on n'est pas sûr de savoir où ça sera dans quelques années. Donc, une des questions principales que Nadine va demander aux analystes quand ils sont en train de présenter un titre, est-ce que tu serais confortable de détenir ce titre-là pendant 10 ans à travers n'importe quel cycle? Si la réponse est peut-être non, c'est potentiellement pas pour nous. Donc, pour le moment, on n'est pas encore confortable avec le sustainability de cette business-là. Amazon a aussi été présenté et un des grands risques pour nous, c'est vraiment l'évaluation de Amazon qui est très complexe. Il faut carrément faire des financial gymnastics pour être capable de se rendre à quelque chose qui a de l'allure. Et aussi avec le fait que c'est pas un PNL où il y a pas, on cherche un rendement sur capital investi qui est intéressant, etc. Et c'est pas la business, c'est pas ce qui ressort de Amazon. Donc pour le moment, on a eu de plus de confort, plus de conviction avec Alphabet pour vraiment un nombre de raisons. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ceci conclut la présentation. Donc, merci Laura, merci Julien de votre temps. C'est très intéressant comme présentation. À tous ceux qui ont écouté le webinaire, merci de votre participation. Et revenez-nous en mars avec l'équipe de Trias-Sima qui nous fera une revue des marchés et parlera de la performance de son fonds d'action canadienne. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Merci pour votre confiance. Au revoir.